Alors, pour vous présenter rapidement, vous avez travaillé en tant que chargée d'études, dirigeante d'entreprise, responsable formation jusqu'à fin 2015. Vous avez pris le poste de directrice générale de la Fabrique Nomade, association qui œuvre à valoriser et favoriser l'insertion professionnelle des artisans réfugiés et migrants. Je passe ensuite à Françoise Thomas. Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour Bienvenue. Mathilde, bonjour à tous. Merci de Françoise. votre présence. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez quant à vous occupé des fonctions de direction, d'ingénierie développement, de pilotage, coordination de projets pédagogiques et vous avez aussi suivi un parcours d'intégration professionnelle, d'animation, formation, un riche parcours qui vous a donc permis de développer une connaissance approfondie du domaine de la formation professionnelle. Et vous dirigez donc aujourd'hui Informa, le centre de formation professionnelle dans les domaines mode, textile et habillement et management des compétences situé à Roubaix. Tout à fait ça. Merci, c'est très explicite. Je vous en prie. J'accueille également Nadja Wali. Bonjour Nadja. Excusez-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Vous avez, quant à vous, évolué dans les ressources humaines avant de devenir responsable chez Fou de Coudre, un atelier de couture et de récupération de textiles. Oui. Et pour terminer, j'accueille donc Marie Elmer. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue, merci d'être parmi nous. Pour revenir rapidement sur votre parcours, vous êtes quant à vous depuis près de 12 ans formatrice au sein du groupe Alter EOS, une entreprise de l'ESS qui offre des emplois durables à des personnes en situation de handicap et qui met l'accent sur le développement durable par la même occasion. Alors moi, je suis CIP, je ne suis pas formatrice. Je suis conseillère en insertion professionnelle. D'accord, autant pour moi. Pas grave. Excusez-moi. Maintenant, j'accueille Michel Goutani pour la modération de cette conférence. Donc, bonjour Michel. Bonjour Mathilde. Merci de venir aujourd'hui modérer la conférence. Donc, pour revenir en quelques lignes sur ton parcours, tu as été directrice de la communication, attachée de presse, professeure en communication pendant près de 28 ans, avant de fonder les Conseils d'Antoine en 2020. Et les Conseils d'Antoine, en fait, c'est une entreprise qui œuvre pour le développement d'écosystèmes apprenants à vocation sociale et environnementale. Donc, c'est tout pour cette présentation. Bienvenue et je te laisse la parole. Merci beaucoup Mathilde. Donc merci de participer à notre table ronde qui s'intitule « Insérer et former au métier de la fabrication ». Qui dit territoire fabricant, relocalisation de la fabrication de mode en France, dit savoir-faire et pérennisation des savoir-faire. On voit tout de suite alors surgir la question de la transmission des savoir-faire et de la formation au métier industriel de la confection, puisque chaque année, selon le comité stratégique de filière mode luxe, on le sait, plus de 2000 emplois restent non pourvus et selon les projections de croissance du secteur, nous aurons besoin à minima de 10 000 nouvelles recrues par an pour les 5 prochaines années au regard des départs en retraite des baby-boomers. Au cours de cette table ronde, nous allons découvrir et échanger autour de nouvelles offres de formation dédiées au savoir-faire et au métier de la confection qui, il me semble, s'intégrer dans le concept d'une mode durable également à vocation sociale. Inès, vous êtes directrice donc générale de la Fabrique Nomade et votre association accueille des artisans migrants et des réfugiés en France, des hommes et des femmes passionnés, détenteurs de savoir-faire, mais qui n'arrivent pas forcément à les valoriser donc en France. Comment cette idée vous est venue, Inès? Inès, on ne vous entend pas. Oui, pardon. Bonjour, merci de m'avoir invitée à cette table ronde. Donc, effectivement, l'association La Fabrique Nomade accompagne à l'insertion professionnelle des artisans d'un réfugié migrant en France et principalement aussi et beaucoup de couturiers. C'est un projet qui est né d'abord d'une histoire personnelle. Je vais aller rapidement. J'ai découvert en 2015, j'avais 35 ans, que ma mère exerçait le métier de brodeuse dans la Médina de Tunis, un métier qu'elle a abandonné quand elle arrivait en France et dont je n'ai rien su jusqu'à découvrir complètement par hasard ses broderies au fin fond de son armoire. Et 2015, ce n'est pas une date anodine puisque on était en plein pic de la crise migratoire et en passant à côté de ces camps
ces campements parisiens de personnes migrantes, réfugiées, eh bien, j'ai eu cette intuition très forte que sans doute parmi eux, il devait y avoir des artisans qui, comme ma mère, devaient être en difficulté à exercer leur métier en France, à faire valoir leurs compétences. Et donc, c'est comme ça que je suis partie en reprenant mon métier de base d'ethnologue dans des centres d'hébergement, dans des associations qui donnent des cours de français, pour aller à la rencontre et surtout essayer de comprendre quels sont les freins qu'ils rencontrent aujourd'hui pour exercer et faire reconnaître leurs compétences sur le marché du travail. Et donc, les freins, ils sont vraiment communs parmi les personnes que j'ai rencontrées et que je confirme aujourd'hui depuis qu'on exerce, depuis que la fabrique nomade existe. Eh bien, la barrière de la langue, l'absence de réseau, la méconnaissance du marché et puis aussi le fait qu'on ne reconnaisse pas que toute expérience à l'étranger n'est pas reconnue en France. Eh bien, c'est un démarrage de fait à zéro pour ces personnes qui vont être orientées de manière systématique et vraiment, je le dis, vers les métiers du ménage, de la sécurité, du PTP, de la restauration. Et donc, c'est 10, 15, 20 ans, même plus parfois de métiers en fait, qui sont juste complètement gâchés, qui non seulement créent des ruptures de parcours professionnel, mais aussi entraînent ces personnes-là vers une perte de leur savoir-faire, mais aussi une dévalorisation de soi avec des conséquences assez importantes, donc parfois même allant jusque la dépression, puisque c'est aussi des métiers de cœur, ce sont des métiers de passion, l'artisanat, et quand on a mis autant de temps à maîtriser un geste, un savoir-faire, eh bien, parfois, c'est pour beaucoup une perte de leur identité complète. Donc, c'est pas juste quitter son pays, c'est aussi perdre qui on est. Et donc, c'est comme ça que la fabrique nomade s'est constituée c'est construite avec cette mission et cette valeur très forte de permettre à ces personnes de pouvoir exister tels qu'ils sont en contribuant à la société avec ce qu'ils peuvent apporter et voilà, ce qu'ils sont. Donc, voilà un petit peu comment c'est très brièvement construit l'association et sur quelle valeur quel constat sur le terrain elle est partie. Merci Inès, on reviendra tout à l'heure pour poursuivre votre expérience et cet échange. Marie, pour vous, pour le groupe, donc vous êtes chargée d'insertion au groupe Altereos, qui emploie donc plus de 82% de personnes fragilisées par un handicap ou alors des personnes qui sont en situation d'insertion professionnelle. Comment est-ce que vous, le groupe Altereos, vous apportez votre pierre à l'édifice des savoir-faire dans la mode ? Justement, on en parlait à l'instant avec Inès. La première pierre à l'édifice, c'est évidemment le sourcing en fait des personnes. Alors c'est amusant parce que hier j'avais justement une conseillère Pôle Emploi au téléphone qui me disait mais quand je leur parle des offres d'emploi que vous proposez dans la couture, les gens me disent mais ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de travail dans la couture. Pourquoi vous voulez que je retourne dans la couture? Donc il y a vraiment aussi ce travail à faire de dire mais si maintenant ça y est, ça reprend, il y a du travail, on parle du Made in France. Et ce qui est super intéressant, en tout cas on le voit sur notre atelier couture, c'est qu'on a les anciennes qui ont dû effectivement, comme le disait Inès, parfois travailler sur d'autres métiers qui n'étaient pas des métiers de cœur pendant une vingtaine d'années, et puis maintenant revenir à la couture qui était ce qu'elles aimaient faire, et finalement des petites jeunes où, je féminise beaucoup la couture parce que nous on a un seul gars. Ou alors des nouvelles, en fait, des filles qui faisaient un peu de couture le dimanche et qui s'y remettent. Et du coup, il y a vraiment un partage, en fait, de tout ça, en fait, de la couture. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Mais du coup, l'action première, c'est effectivement le sourcing. Et après, c'est l'accompagnement, puisqu'effectivement, on a plutôt des personnes qui ont des difficultés à retrouver un emploi. Donc, en tant que chargé d'insertion professionnelle, on va lever tous les freins un peu annexes qui empêchent parfois de retrouver un emploi dans le milieu ordinaire. Exemple, des problèmes de logement, des problèmes d'argent, des problèmes de… Voilà, toutes ces choses-là, quoi. Françoise, vous, au niveau d'un format, vous proposez donc depuis 50 ans des formations professionnelles aux métiers techniques de la mode. Comment est-ce que votre organisme de formation peut accompagner le développement social de la filière? On ne vous entend pas, Françoise. Oui, ça y est, j'ai remis mon micro. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous, en fait… on a 3 leviers d'action en fait au travers de notre organisme. On intervient à la fois pour former les futurs bénéficiaires, futurs collaborateurs en fait des entreprises qui vont intégrer la filière. On intervient pour accompagner les entreprises
entreprises aussi dans l'intégration de ces futurs collaborateurs. Et aujourd'hui, on voit bien, et c'est la table ronde d'aujourd'hui le démontre, on intervient aussi dans un écosystème qui se transforme énormément, où il y a beaucoup d'acteurs sociaux et aussi professionnels qui font qu'on travaille sur la trajectoire aussi de l'apprentissage. Parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'on doit réapprendre un métier qui s'est perdu. Tout à l'heure, on a parlé de perte de savoir-faire et effectivement, on est confronté à cette perte de savoir-faire. Un certain nombre de personnes se sentent attirées par des métiers manuels, techniques, mais ne savent pas par quel bout prendre l'entrée dans ces métiers-là. Et les entreprises qui ont besoin de recruter, elles aussi sont démunies parce qu'elles se rendent bien compte qu'il n'y a plus de personnes formées ou en tout cas prêts à former et qui peuvent être intégrés immédiatement dans les emplois proposés. Et donc, il faut aussi accompagner les entreprises à ce qu'elles soient des intégrateurs. Donc, nous, on a 3 moyens d'agir. On a une offre de formation qui est externe et on a encore conservé un savoir-faire avec des formateurs qui sont détenteurs de savoir-faire et qui sont des techniciens métiers et qui peuvent apporter des réponses sur mesure aux entreprises, mais aussi aux personnes qui veulent accéder vers les emplois de la couture ou les emplois textile habillement au sens large. On a un rôle pour accompagner les entreprises dans leur rôle d'intégrateur aussi et de poursuite de la professionnalisation, parce que ce n'est pas parce que les gens ont suivi une formation d'un certain nombre de mois chez nous qu'ils sont prêts tout de suite à être opérationnels. Il faut un temps long quand même pour intégrer ces métiers-là qui sont des métiers qualifiés. Et les entreprises ont un rôle d'intégration et donc leur encadrement doivent se professionnaliser, avoir les outils pour être tuteurs, pour être formateurs internes, pour accompagner au développement des savoir-faire et poursuivre le travail entamé par l'ensemble des acteurs. Et puis, enfin, on travaille aussi avec l'écosystème. Moi, je suis très contente qu'effectivement, autour de la table, il y ait Food Coudre, Altereos, parce que je pense qu'on a vraiment un maillage à faire. On est là, nous, pour apporter aussi un savoir-faire, mais pour poursuivre le travail qui a été entamé par tous ces acteurs et qu'on crée des vraies trajectoires. Et voilà, je pense que 3 leviers d'action, les stagiaires et futurs apprenants et collaborateurs, l'écosystème et l'entreprise. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler les uns sans les autres. Merci Françoise. Et vous, Najat, vous êtes responsable donc de l'association Food Coudre qui a pour ambition de mettre l'humain au cœur de l'art de la couture afin d'accompagner les personnes intéressées pour qu'elles retrouvent confiance en elles. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée aussi dans votre projet parce que vous parlez aussi d'estime de soi. Tout à fait, Michel. Bonjour. Donc, oui, effectivement, l'association existe depuis quelques années. Elle a été conventionnée structure de l'IAE depuis 1 an et demi seulement. Et donc, nous avons en fait toutes ces actions d'estime de soi, de montée en compétences existaient déjà avec la volonté de mettre l'humain au cœur de l'activité, comme je le dis et comme vous l'avez bien exprimé, Michel. Donc, l'insertion sociale et professionnelle, c'est quelque chose qui a été, qu'on faisait naturellement dès le début de ce projet. Et donc, pour avoir travaillé dans un bas d'immeuble d'habitat social, Faubourg de Béthune, nous avons eu justement le plaisir et la joie de rencontrer des personnes qui détenaient en fait ce savoir-faire et qui n'étaient pas mises en lumière, qui n'étaient pas valorisées, qui n'étaient pas en tout cas visibles, et qui avaient envie d'en faire leur métier. Et donc, l'insertion, c'est effectivement une thématique qui s'est imposée à nous, imposée au sens pas négatif, hein, mais qu'on faisait avec plaisir. Mais du coup, petit à petit, on a réfléchi sur, même avant Covid, on avait rencontré l'URIAE en février 2019, avant Covid, et donc on avait déjà réfléchi, écrit autour de ce projet d'insertion sociale et professionnelle. Et vous parlez d'estime de soi, Michel, vous avez parfaitement raison, parce que la couture reste quand même une thérapie. Donc voilà, c'est une histoire voilà, c'est une tradition artisanale qui existe dans les Hauts-de-France depuis longtemps, mais c'est aussi un savoir-faire qui a été
j'ai envie de dire, mal considérées, mal aimées. Voilà, les personnes qui, voilà, on a tous en tête, en tout cas moi quand j'étais plus jeune, les personnes qui n'étaient pas très compétentes en enseignement général, et ben, ce sera dans les métiers de la mode, etc. Alors que pas du tout. Ce savoir-faire a besoin d'être valorisé, a besoin d'être promu, il a besoin d'être accompagné. Et du coup, voilà, on a intégré le monde de l'IAE pour justement pouvoir accompagner ces personnes dans leurs projets professionnels, mettre en lumière en tout cas ces talents cachés dans les quartiers. Voilà, et on a à cœur aussi de pouvoir les faire monter en compétences, d'où notre partenariat avec Françoise et avec Informa, avec comment dire, tout comme Alterios, avec j'ai envie de dire, des formations qualifiantes. Pour l'instant, des petites formations à la carte et puis sur des choses qui sont un peu tendance, hein, tant mieux pour nous, hein, tout ce qui est upcycling, retouches complexes, etc. Mais le but, c'est vraiment que ces personnes sortent, en tout cas à la fin de leur parcours, avec des compétences qui permettent de travailler leur employabilité. Donc, notre souci aujourd'hui à nous tous, c'est de pouvoir les outiller pour pouvoir aller plus loin. Et donc, Françoise, alors qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans l'offre de formation? Quelles sont les nouvelles formations? Comment les adapter aux récentes évolutions des entreprises et surtout au niveau des attentes des personnes à former? Puisqu'on voit bien effectivement que les choses sont en train de bouger. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, l'offre de formation, elle est multiple chez nous parce que nous travaillons au service des entreprises de fabrication, mais qui elles-mêmes sont multiples. On voit bien qu'il y a des modèles d'entreprises qui sont divers et variés dans les métiers de la fabrication. On a des entreprises industrielles, des entreprises qui se définissent comme artisans industriels. On a des petites entreprises, voire des micro-entreprises qui travaillent sur de la toute petite série et qui travaillent sur de la réparation de produits, de la seconde vie donnée aux produits, du réemploi de produits existants. Donc, il y a énormément aujourd'hui d'entreprises pour les métiers de la fabrication. Et donc, on se doit, nous, d'adapter cette offre de formation par rapport à l'existence de ces nouveaux métiers de la fabrication. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a à la fois une offre sur de la couture plutôt artisanale et orientée sur les métiers de la retouche, de la couture sur mesure et du réemploi matière et de l'upcycling, et à côté de cette offre, une offre qui est plus orientée vers de la couture industrielle, parce que malgré tout, les savoir-faire qui sont mobilisés sur ces deux métiers, ces deux environnements métiers sont quand même différents. Et donc, il est quand même important de s'y retrouver pour qu'on adapte les savoir-faire et puis après les qualifications par rapport aux différents emplois qui sont proposés par les entreprises. Donc, on a à la fois la possibilité de mettre en place des parcours qualifiants, certifiants assez longs, parce que c'est important de considérer, et là je rejoins tout ce qui a été dit, sur le fait qu'on travaille des savoir-faire à forte qualification. Hein, on n'est plus à l'époque où, effectivement, quand on sortait d'un échec scolaire, on était orienté vers les métiers de la couture. Non, aujourd'hui, ce sont des vrais métiers avec un fort savoir-faire manuel, mais pas que, qui est à mobiliser. Et donc, il faut certifier, qualifier, je pense, les compétences et se dire qu'il faut un certain temps pour accéder vers les métiers de la couture, de la retouche, ou pour accéder vers les métiers de la couture industrielle. Et donc, les parcours ne sont pas forcément les mêmes. Alors, notre offre de formation, elle s'adapte à cet environnement, elle intègre les enjeux de relocalisation et de la mode durable aussi, hein, c'est important. Et on a toute une offre aussi sur les métiers de la conception, c'est-à-dire du modélisme, métiers et qualifications dans lesquels on intègre bien sûr l'éco-conception des produits, l'utilisation des nouveaux outils, la CAO 3D, les process numérisés. Voilà, donc effectivement, l'environnement étant très, très mouvant,
les formations bougent énormément. Et donc, nous, on a revu des contenus de formation dans lesquels on a intégré ces problématiques d'éco-conception, le réemploi matière, la responsabilité sociale environnementale, la numérisation des process. Et on travaille aussi de plus en plus sur les compétences transversales au travers des modalités pédagogiques qu'on intègre dans nos formations. C'est-à-dire qu'on fait travailler plus en mode collaboratif les apprenants, au travers de workshops, au travers d'études de cas collaboratives. On les fait travailler aussi au travers d'analyses réflexives pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont appris. Et des compétences qui sont mobilisées à chaque fois qu'ils avancent dans leur trajectoire d'apprentissage. Donc, je dirais que au-delà des contenus, des objectifs de formation qu'on se fixe, des qualifications qu'on propose, il y a aussi les modalités pédagogiques qui changent énormément. Parce que même si on est sur un métier de savoir-faire manuel, on est de plus en plus amené à travailler en équipe, avec énormément d'aléas, d'environnements qui bougent. Et donc, on doit travailler et les compétences techniques, mais aussi les compétences transverses. Voilà. Et puis également, Françoise, vous me parliez quand on a préparé cette table ronde de formation aussi au sein des entreprises pour exactement. Oui. Poursuivre la formation et la montée en compétences. Et la montée en compétences. Aujourd'hui, il existe des tas de dispositifs qui permettent de mailler en fait les trajectoires d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on peut démarrer une formation faite sur mesure en collaboration avec une entreprise pour adapter le contenu de la formation par rapport aux produits travaillés dans l'entreprise, par rapport aux techniques qui sont travaillées dans l'entreprise, aux process qui leur sont propres. Et effectivement, entre une entreprise qui fait de la maille et une entreprise qui fait du chêne et trame, il y a déjà une différence. Une entreprise qui fait de la lingerie corsetterie et du linge de maison, il y a encore voilà, une grosse différence. Donc, on adapte aussi effectivement le travail de préparation sur les savoir-faire qui sont propres au métier. Et donc, nous, nos formateurs externes peuvent avoir une compétence et apporter un premier niveau de compétence, mais ensuite, l'entreprise joue son rôle d'intégrateur et de formateur aussi interne. Il y a certains savoir-faire qui ne sont que dans les entreprises. Il faut bien aussi aujourd'hui voilà, le préciser. Et donc, on accompagne aussi les entreprises à construire leur propre parcours de formation en complément de ce que on a dispensé en formation externe. Et on maille les dispositifs de manière à ce qu'il y ait un vrai transfert de savoir-faire qui s'opère sur une période qui est de plusieurs mois. Hein. Voilà. Et on alterne les formations dans notre centre, les formations in situ dans les entreprises. Donc ça se fait énormément aussi, avec des parcours complètement sur mesure. Et vous, Najat, donc au sein de l'association Foot Coudre, vous avez donc monté un atelier de production en petite série. Ouais. Est-ce que vous accompagnez les personnes dans leur montée en compétences et est-ce que vous avez des objectifs d'insertion professionnelle? On a compris que vous travaillez aussi avec Françoise. Vous pouvez vous détailler un petit peu plus? Alors, tout à fait. C'est ce que je disais à Anaïs qui est avec moi, qui m'accompagne aujourd'hui. Et donc, oui, effectivement, le challenge au départ, c'était partir davantage, nous qui avons déjà une population qui fréquentait les ateliers participatifs et les ateliers upcycling. Et donc, c'est des personnes qui faisaient de la couture familiale. Et donc, justement, je vois Françoise opiner du chef pour dire la difficulté de passer de l'environnement familial et de la couture ménagère à la couture industrielle, qui exige un certain nombre de normes, qui exige un certain nombre de savoir-faire et de prérequis. Voilà, les machines industrielles, il y a aussi un souci de sécurité, etc., etc. Voilà, c'est quand même du matériel industriel. Et du coup, toute cette difficulté, effectivement, on s'en est rendu compte tout de suite. Les personnes appréhendaient un peu l'environnement industriel et on leur a dit, OK, vous inquiétez pas, on va vous accompagner, on va essayer de vous faire monter en compétence sur de l'environnement industriel. Ça a commencé avec la grande production de masques
au départ de masques et de surblouses, d'abord bénévolement, effectivement, par les membres de l'asso. Et après, quand on a créé la CI par les salariés. Et du coup, tout de suite, on a pensé à un format qu'on connaissait déjà, parce qu'on avait déjà nos collaborateurs, notamment nos encadrants qui sont passés par un format. Et donc, voilà, qui est une référence aussi, aussi bien de la qualité que de la... comment dire, la qualité et tout simplement l'accompagnement derrière. Et ça fait plaisir parce qu'on n'est pas lâché dans la nature. C'est-à-dire que s'il y a des lacunes ou si effectivement, et là je tiens quand même à saluer Laurence, qui est toujours à l'écoute. Laurence qui est toujours à l'écoute pour répondre en tout cas au mieux aux besoins de la structure, pour dire on a un projet spécifique et c'est ce qui se passe en ce moment. On a un projet de prêt-à-porter enfant. Est-ce qu'éventuellement on peut regarder ceci, cela, des basiques. Est-ce que c'est possible d'avoir un module spécifique pour la colleteuse, pour faire des petits cols ronds, etc. Et ça c'est quand même rassurant de savoir que localement, on peut envoyer des personnes tout en étant cohérent avec sa façon de faire et ses principes fondateurs, c'est-à-dire du local, de l'inclusif, voilà, et surtout du social et du solidaire. Donc, effectivement, oui, on travaille énormément dans l'accompagnement aussi bien professionnel que social. Donc, nos collaborateurs et nos collaboratrices, ils ne viennent pas uniquement pour pouvoir, voilà, ça ne leur sert pas uniquement de tremplin, ils viennent aussi pour trouver une socialité alternative. Je l'ai senti, je l'ai moi-même observé au fil des recrutements, des personnes qui nous disent ça fait plaisir de pas pratiquer ma passion qui est la couture dans mon coin chez moi parce que ça n'a pas de sens. Ça fait du bien aussi de pouvoir transmettre son savoir et recevoir, apprendre et partager ce savoir-faire et puis faire revivre tout simplement tous ensemble cette tradition artisanale qui a été un peu, comme je le disais tout à l'heure, un peu délaissée malheureusement. Et on s'en est rendu compte justement, le Covid, il n'y a pas eu que du négatif, il y a eu aussi un impact positif. Et donc, on se souvient tous qu'on a eu du mal à fabriquer ne serait-ce que des masques. Donc, nous, on est contents. Et puis, les personnes qui viennent de loin aussi, il y a une tranche de personnes qui viennent pour se remettre à la couture. On a pas mal de collaboratrices qui ont été victimes, en tout cas, de la délocalisation de leur métier dans les pays, enfin, toute la délocalisation qu'il y a eu depuis 15-20 ans. Et donc, du coup, c'est des personnes qui sont diplômées des métiers de la mode, qui ont un CAP, BEP ou Bac Pro ou même BTS, et qui ne travaillaient plus dans la couture, malheureusement, et qui se sont rabattus sur des métiers du commerce ou même malheureusement voilà, du ménage ou voilà, un boulot alimentaire. Et ça fait plaisir pour ces personnes de revoir que ça, voilà, c'est en train de se remettre en place et c'est en train d'être valorisé. Merci Najat. Et vous Inès, vous m'avez dit qu'en mars 2021… Michel, c'est Nadia. Oui, merci Nadia. Nadia, pas de souci. Oui, il n'y a pas de problème, Michel. Sur Inès, en disant, oui Inès, donc en mars 2021, vous m'avez dit que la Fabrique Nomade avait lancé son propre atelier de confection textile solidaire. J'aurais aimé que vous nous disiez un petit peu davantage de choses sur ça, les enjeux du projet, et puis quelle formation vous proposez aussi dans le cadre de ce nouvel atelier. Oui, tout à fait. Alors, depuis mars, on a lancé cet atelier de fabrication textile, qui est un atelier d'insertion, qui a démarré en préfiguration en mars et qui rentre vraiment avec son conventionnement à partir de novembre, donc très prochainement. Mais les couturiers, on les accompagnait depuis le démarrage de l'association, puisque et chaque année, avec la formation métier d'art, on accompagne des couturiers et chaque année, on co-crée donc avec des designers qui sont bénévoles des collections d'objets d'art et de design et de mode et donc évidemment du prêt-à-porter. Donc ça fait 5 années qu'on accompagne des couturiers dans leur montée en compétences et dans l'adaptation de leur savoir-faire au marché français. Et ce qui nous a amené à créer, on va dire, une réponse vraiment spécifique, c'est qu'on s'est rendu compte que parmi le public qui nous était orienté, donc de personnes migrantes et réfugiées, hommes et femmes,
eh bien, plus de 50% étaient des personnes qui exerçaient le métier de couturier et de couturière dans leur pays. Et à côté de ça, en France, eh bien, on a des secteurs, des entreprises, des industries de toute taille qui sont en grande difficulté d'identifier en fait ces savoir-faire, de les trouver sur le marché du travail. Et donc, quand on a créé cet atelier, l'idée, c'était vraiment d'apporter une réponse et de pouvoir construire cette passerelle entre ces deux publics, les entreprises, le marché du travail, et puis en fait, ces personnes qui arrivent, dont les compétences ne sont pas reconnues, dont elles ne sont pas identifiées et qu'il faut effectivement accompagner pour leur permettre de s'insérer et de comprendre quelles vont être les attentes et les exigences des entreprises. Et donc, on a monté un parcours de 12 mois, dont l'objectif, donc des personnes qui ont minimum 3 années d'expérience dans leur pays d'origine. Et à travers ce parcours dans le cadre de l'atelier d'insertion, c'est de pouvoir renforcer ses compétences et acquérir toute la méthodologie de travail qui est appliquée dans les ateliers et pour des personnes qui savent peu ou pas écrire et lire, parfois pas parler non plus. Et donc, nous, on apporte la formation d'apprentissage du français à visée professionnelle également, et tout se fait en atelier. On a 5 ans derrière nous où on sait que quand on accompagne les artisans et que ce qui les passionne, c'est leur métier, eh bien, cette passion-là lève de nombreux freins, et notamment ceux de la langue, parce qu'en fait, voilà, le métier, ça les nourrit et effectivement, ça leur permet de complètement s'ouvrir sur l'extérieur, sur des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire. Donc, notre objectif, nous, c'est de leur permettre de s'adapter et de comprendre quelles vont être les attentes. À la fois un apprentissage de savoir-faire, mais aussi un apprentissage de savoir-être. Et tout ça avec, on a accompagné 20 savoir-faire différents, 28 nationalités, avec des personnes qui parlent peu ou pas du tout le français. Et en fait, on arrive à les amener sur le marché du travail parce qu'ils ont quelque chose qui est en commun, c'est la passion de leur métier. Donc, c'est un parcours qui est vraiment avec vraiment une progression en termes d'acquisition des compétences techniques. Et l'objectif, c'est effectivement qu'ils puissent définir leur projet professionnel dans le cadre de ce parcours et identifier sur quel type de métier, quel type d'entreprise ils souhaitent pouvoir s'insérer, et avec aussi des étapes, le projet à court, moyen et long terme. Il y a le projet visé, l'idéal, c'est de créer son atelier. Pour certains, c'est leur rêve. Et puis pour d'autres, il y a aussi tous ces paliers intermédiaires, comment on arrive pour progresser dans le temps et développer aussi nos compétences. Et c'est aussi un gros travail parce que pour eux, parfois, ils sont obligés aussi de remettre en question leur façon de faire, en tout cas s'enrichir d'une autre, non pas en mettant complètement de côté ce qu'ils savent faire, mais plutôt de l'apporter en contribution et pouvoir la partager, mais en s'enrichissant de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire, de nouvelles compétences qui leur sont nécessaires aujourd'hui pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Et cette passerelle qui leur manque, on dit que la fabrique nomade, c'est un peu un sas qui leur permet d'avoir des points de repère, de comprendre qui sont les acteurs du secteur, comment ça fonctionne, quels sont les différents types d'ateliers, quelles sont les gammes. Donc, vraiment leur faire découvrir tout cet environnement-là de manière à ce qu'ils puissent trouver leur place. Et voilà. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on met en place, même si le projet est récent sur l'atelier d'insertion. On a 5 années derrière nous, on a accompagné. Et là, c'est une réponse vraiment précise parce que le besoin est là. 50% de nos artisans sont des couturiers. Et c'est sans doute, et je le dis également, l'un des métiers dans l'artisanat qui est sans doute le plus pratiqué au monde, parce que après, le fait de pouvoir manger et cuisiner, eh bien, c'est aussi s'habiller. Donc, c'est un métier qui est très pratiqué. Et contrairement aux ateliers qui sont à très forte proportion composés de femmes dans les ateliers français, 98-97%, eh bien, parmi les personnes migrantes et réfugiées, il y a beaucoup d'hommes. Par exemple, sur la prochaine session, on a 2 femmes, 7 hommes. Ce sont des métiers qui sont aussi pratiqués par les hommes en Afrique de l'Ouest, en Asie, dans beaucoup de pays du monde, en Turquie également. Et donc, ça permet d'apporter une vraie mixité à la fois sociale, culturelle et aussi de genre. Et c'est important. Donc, c'est vraiment comment se nourrir. On a des personnes qui ont des métiers, qui ont un savoir-faire. On a une industrie qui est en train de se redynamiser de nouveau et c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, voilà, comment on fait pour renforcer nous, on croit très fort à la diversité. La migration, c'est aussi une richesse.
Et la diversité, faisons-en une force pour la France, parce que de par son histoire, de par toutes ces cultures qui traversent aussi ce pays, eh bien, de l'industrie textile faut aussi s'en saisir pour pouvoir justement s'appuyer sur des personnes qui ont des compétences, qui ont aussi besoin d'évoluer, de grandir, de renforcer leurs compétences, mais qui ont la passion. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas non seulement leur enlever, mais en plus qu'on ne peut pas inventer, quoi. C'est quelque chose qu'on a et qu'on porte dans les mains et dans le cœur, et ça, c'est important. Marie, comment, pour vous, le groupe Altereos se positionne en termes de formation pour développer des activités, puis la production aussi dans les ateliers? Alors déjà, il faut savoir que par rapport au groupe Altereos, c'était, voilà, effectivement, l'atelier couture a germé pendant le premier confinement, mais c'était déjà quelque chose qui était dans les tuyaux depuis quelques années. Historiquement, déjà, on a commencé avec les VPCistes et on est dans une ancienne usine textile. Et puis, il y a quelques années, on avait été sollicité sur un projet qui finalement n'avait pas pris forme. Et du coup, effectivement, on a profité de la vague Covid pour se relancer dans la couture. La chance qu'on a aussi, c'est qu'on a des financements de formation qui sont assez conséquents, il faut le dire. Au niveau de la structure, de l'entreprise d'insertion, on a au niveau du PIC insertion la possibilité de faire financer des formations quasiment à 100%. Donc, reste toujours intéressant. Ce n'est pas un puits sans fond, évidemment. Il faut réfléchir quand même à des stratégies de formation et pas former les gens à tout et n'importe quoi et finalement rien utiliser. Et puis, on a aussi la chance d'avoir dans le groupe Altereos un organisme de formation qui est certifié CAEDEPI. Alors, pour le coup, ils ne sont pas, il n'y a pas de formateur couture, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les solliciter sur les aménagements, sur l'identification. Ça peut être bien aussi quand on a des personnes qui ne sont pas lecteurs. Pour le coup, ils ne peuvent pas lire des consignes, ils ne peuvent pas lire des notices. Donc, du coup, ça peut être intéressant d'avoir des formateurs qui peuvent adapter les contenus. Et on a une super chef d'équipe sur qui on peut toujours compter pour accompagner les personnes aussi en termes de formation. Et du coup, après, c'est clair que la formation, ça ne s'invente pas. Et nous aussi, on fait appel à un format, et on n'est pas très originaux, pour pouvoir accompagner nos personnes. Ce que je voulais souligner aussi, et la difficulté qu'on peut avoir aussi quand on n'est pas une entreprise classique, c'est que, effectivement, dans nos publics, on va avoir des personnes qui ne sont pas lecteurs, on va avoir des personnes pour qui le français n'est pas la langue maternelle, on va avoir des personnes pour qui sont passées par X formations, et si on en propose une de plus, ils vont se fâcher. Et du coup, il faut aussi qu'on ait un organisme de formation tel qu'un format qui est prêt à ça, c'est-à-dire qui est prêt à se dire, oula, je vais peut-être avoir face à moi des personnes dont ce n'est pas le métier aussi, parce qu'on a aussi des personnes qui sont venues à la couture parce qu'elles n'avaient pas de travail. On parle de personnes au niveau de l'entreprise d'insertion. L'IAE, ça veut dire insertion par l'activité économique. L'activité économique, c'est le fait d'avoir un emploi, pour le coup, dans la couture, mais ce n'est pas forcément leur métier et ce n'est pas forcément non plus leur projet. C'est-à-dire qu'on peut aussi travailler 2 ans sur la couture et finalement se dire, je n'ai pas du tout envie de faire ça et moi, j'ai envie d'ouvrir une boulangerie. Donc, il faut aussi avoir un formateur face à nous qui est prêt aussi à entendre ça. Parfois, ce n'est pas toujours évident, et c'est vrai que c'est le gros avantage d'un format. Et l'autre chose aussi qui est intéressant avec un format, c'est qu'on peut les solliciter aussi sur des choses hyper précises. Je vais donner un exemple tout bête. On les a appelés il y a 2 semaines, je crois, en leur disant « Au secours, Sylviane, au secours, on a besoin de toi dans 2 semaines pour un truc hyper précis qui est ça, 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 ça. » Parce qu'on a un client qui déboule et que voilà. Et en fait, un format s'adapte aussi à ce qu'on a. Et on l'a rappelé la semaine dernière en disant finalement, on n'aura pas les bonnes machines, on n'aura pas les bonnes matières. Et au lieu d'avoir un organisme de formation qui nous dit écoutez, vous n'êtes pas prêts, tant pis pour vous. Non, on a un organisme de formation qui se fait enquête parce qu'ils savent que derrière, on a des enjeux aussi économiques et que si on n'arrive pas à faire la formation, on ne pourra pas rentrer ce nouveau client. Et du coup, économiquement, on ne pourra pas non plus fonctionner et on ne pourra pas continuer à employer des personnes. Et ça, c'est aussi l'alerte aussi qu'on a pu se faire tout au début au niveau de l'atelier couture. Il ne faut pas s'imaginer ouvrir un atelier de couture comme on peut ouvrir peut-être quelque chose, je ne sais pas, qui est peut-être un peu plus accessible. C'est un vrai métier.
il y a des vraies exigences. On parlait tout à l'heure des machines industrielles. Moi, j'avais ma petite Singer chez moi. Quand je veux changer de point, je change de pied. Sur une industrielle, pas du tout. Si vous changez de point, vous changez de machine, en fait. Vous voyez, donc déjà, c'est pas, voilà, faut le savoir. Et c'est vrai que pour le coup, on a toujours de bons conseils notamment avec un format. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Merci Marie. On va revenir à coup de foudre. Je dis souvent coup de foudre, j'imagine que tout le monde doit le faire. C'est fait exprès, Michel. Nadia, de vous appuyer sur l'appétence Oui. des membres donc de l'association pour les loisirs créatifs liés à la couture. Est-ce que vous pensez que ce lien qu'on appelle désormais des life skills, c'est comme ça qu'on en parle en termes de RH, puisse être un facteur en fait pour trouver un métier qui plaît et se former? Est-ce que finalement, on peut puiser dans ce qu'on aime pour en faire son métier? Complètement, parce que d'autant plus quand on parle de la couture et des loisirs créatifs, comme je l'ai toujours dit, on revient de loin parce que c'est quelque chose qu'on remet au goût du jour et qu'on accompagne, qu'on monte en compétences, etc. Les personnes concernées par ce secteur. Le textile en France, on est tous d'accord il y a eu une délocalisation, il se passe plus rien, il se passait plus rien jusqu'il n'y a pas très longtemps. On ambitionne tous, en tout cas, de relocaliser ne serait-ce qu'une partie de l'industrie en France. Relocalisation totale peut-être dans quelques décennies, mais en tout cas, on espère, on ambitionne tous, je pense, autour de cette table, de relocaliser ne serait-ce qu'une partie, et aussi tout ce qui est autour de la revalorisation et le réemploi textile. Donc oui, donc effectivement, on peut puiser dans ces savoir-faire maison pour en tout cas mettre en lumière des talents cachés. Et c'est ce qu'on avait fait en fait. L'histoire de Faux de Coudre, elle a été, on n'a pas fait exprès. On a commencé par mettre en place des ateliers grand public pour les personnes désireuses d'apprendre, aller plus loin, etc. Ça a été, alors je explique rapidement, ça a été des ateliers quand même autour du zéro déchet textile. Et donc, pour pouvoir réemployer, repriser sans jean, etc., il faut passer par la couture et donc, il faut pouvoir appréhender une machine à coudre et donc, tout simplement, ça passe par l'apprentissage. Et donc, ces personnes-là ont intégré, alors, tout le monde ne vient pas de nos ateliers, on a aussi fait des belles rencontres via les différents prescripteurs, Pôle emploi, etc. Et donc, il y a une partie quand même de nos collaboratrices qui viennent de là. Elles viennent du fait qu'elles aimaient la couture, elles avaient envie d'aller plus loin et elles avaient envie finalement d'en faire leur métier. Et ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir parce que c'est quelque chose qui est en train de revenir en force. Vous aviez envie de dire quelque chose, Michel? Oui, non, je voulais, parce qu'on est super bavarde, mais c'est normal, je voulais qu'on passe aussi, Marie. J'essaye d'être courte. Merci Najat. Je voulais qu'on revienne à Marie parce que j'ai trouvé qu'il y avait un élément intéressant aussi sur lequel on pouvait échanger. C'était donc Altereos accompagne la création de start-up dans le domaine de la mode et du luxe. Et j'avais noté Minuit fait, on peut faire la fête avec zéro déchet. Fier comme un pan qui propose des pièces de vêtements à assembler. Et j'aurais aimé mais on n'a plus beaucoup de temps, Marie, mais c'est vrai que vous nous fassiez un petit focus sur comment s'est développé le lien en fait entre une entreprise de l'économie sociale et solidaire de l'ESS comme Altereos et les startups. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. En fait, on a déjà commencé à héberger, on va dire, des startups et mettre à disposition, on va dire, des startups tous les aménagements qu'on pouvait avoir, qu'offrait en fait le groupe Altereos, puisque on est quand même dans une grande structure. Donc, quelqu'un qui commence, il n'a pas forcément de quoi avoir, organiser sa préparation de commande, etc. Donc, l'idée, c'était aussi d'accompagner les startups dans tout ce qui était un peu logistique, stockage, etc. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un second temps, effectivement, quand on a ouvert la partie confection, on a été sollicité par des personnes qui avaient des idées, juste des idées. Par exemple, Mathilde de Minuit fait, elle n'est pas couturière à la base. Mathilde, elle a fait une école d'ingénieur ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais elle s'est juste dit un jour, tiens, mais pourquoi j'achète des masques que finalement, je vais pas utiliser l'année suivante. Donc, finalement, autant avoir un truc en location, en tissu que je lave, et puis voilà.
Et en fait, sauf qu'elle est juste venue avec son petit masque qu'elle avait fait sur sa machine familiale. Et nous, on va l'accompagner sur comment on fait pour industrialiser ça. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi qu'on accompagne les startups. Et après, quand elles deviennent encore plus grandes, évidemment, on peut les héberger. Et surtout, l'idée, et ça commence un petit peu à germer dans quelques structures, c'est qu'en fait, c'est de pouvoir aussi positionner les personnes qu'on accompagne au niveau insertion pendant 2 ans directement chez les personnes. Je veux dire, au bout d'un moment, quand la startup a les reins assez solides pour avoir elle-même son propre salarié, c'est quand même vachement plus logique de prendre la personne avec qui on travaille depuis peut-être 2 ans et qui nous fait nos masques. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite à Mathilde et à tous ceux qui nous sollicitent, que dans 2 ans, nos salariés puissent aller travailler chez eux. Merci Marie. Inès, vous travaillez avec Guillaume Gibault, le fondateur donc, du SLIP français qui anime la table ronde suivante, et vous avez une envie commune donc, qui est de réinventer l'industrie textile vers un modèle durable, humain et ouvert, et une recette peut-être qui pourrait être déployée à d'autres acteurs dans la confection. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu cette nouvelle aventure. On ne vous entend pas, Inès. J'oublie à chaque fois de rallumer le micro. Oui, en effet, depuis quelques mois, au moment où on était en plein dans la réflexion de la création de cet atelier de confection textile, le SLIP français, donc Guillaume et son équipe, sont venus à la Fabrique Nomade pour ont découvert notre action via une offre de stage une demande de stage par contre qu'on avait transmise. Et du coup, par cette occasion, ils ont découvert les actions de la Fabrique Nomade. Et nous, à ce moment-là, on a présenté ce souhait de créer un atelier de confection textile pour nos couturiers et pour proposer une formation plus adaptée, plus poussée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et à ce moment-là, lui, touché par à la fois... lui, il est en contact direct avec des ateliers textiles qui ont des grosses difficultés de recrutement et ils se disent, en fait, finalement, pour que mon activité, ma marque puisse se développer, j'ai aussi envie de porter des valeurs à ce secteur et de pouvoir permettre à ces entreprises de pouvoir se développer, mais en intégrant avec un impact sociétal des personnes qui souhaitent pouvoir contribuer à la dynamique du secteur textile. Et donc, c'est comme ça que nos échanges se sont développés. Et c'est vraiment un partenariat dans la durée avec du mécénat de compétences, avec du soutien financier, avec l'insertion professionnelle, c'est-à-dire des liens avec les industries textiles avec lesquelles le SLIP français travaille. Une collection capsule là, qui sort le 13 octobre à la Fabrique Nomade en collaboration avec le SLIP français et Agnès B. Et donc, nous, devenir aussi un acteur, un façonnier, un fabricant pour le SLIP français et également d'autres marques. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a multi-acteurs. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire jouent un rôle aux côtés des entreprises, aux côtés des marques et finalement, c'est vraiment tout un écosystème qui est en train de se construire, de se tisser. Il y a des passerelles qui ne se faisaient pas avant et aujourd'hui, c'est là où c'est vraiment l'expérience est formidable, c'est qu'on a des connexions, des collaborations et tout ça s'enrichit mutuellement de par ces collaborations qui naissent portées par des valeurs qui sont bien plus loin que le produit, bien plus loin que l'intérêt économique, parce qu'on voit bien que si on pense l'économie uniquement par le biais de l'économie, on ne résout pas tous les problèmes. Et donc, aujourd'hui, un produit, c'est un produit qui répond aussi à des enjeux sociétaux, à des enjeux environnementaux. Les consommateurs poussent à ce changement-là. Les marques, de fait, ils sont poussés, les entreprises veulent aller plus loin et effectivement, je dirais qu'il y a un effet de cercle vertueux qui est en train de se mettre en place et qui bouge et voilà, le partenariat avec le SLIP français, cette collection de capsules est un des exemples et j'espère bien que d'autres projets puissent se développer dans ce sens-là. Alors, ça va être notre dernière question, Françoise, et en plus, on est un peu à la bourre, mais bon. Je voulais juste qu'on fasse un petit focus parce que on s'interrogeait quand on a préparé aussi cette table ronde avec tout le monde. Comment est-ce que les organismes de formation peuvent attirer des
nouveaux talents et comment aussi est-ce que les ateliers de confection peuvent attirer des nouveaux talents, parce qu'on s'aperçoit bien aussi que dans l'imaginaire collectif, finalement, on reste sur des images peut-être un peu à la Zola de ce qui se passait dans les ateliers de confection, alors que maintenant, c'est plus ça. Oui, tout à fait. Alors, bon, en tant qu'organisme de formation, ce qui est important, c'est qu'on soit un acteur convaincu du changement qui est opéré aujourd'hui avec l'écosystème qu'on vient de décrire. Et pour nous, c'est important qu'on communique sur la promotion des métiers, qu'on redonne la lettre de noblesse à l'intelligence des mains, parce qu'on est vraiment sur des métiers intelligents et qui requièrent énormément de savoir-faire. Et donc ça, il faut réinsister, savoir en parler, je pense autour de nous, savoir mobiliser les prescripteurs de l'emploi aussi autour de ces métiers, les faire mieux connaître, faire connaître le nouvel environnement des entreprises qui mutent aussi aujourd'hui. Et donc, c'est très important qu'on multiplie les réunions d'information collective, qu'on multiplie les sensibilisations à ces métiers, qu'on les fasse découvrir au travers de témoignages, de réussites, de parcours aussi, qu'on témoigne sur les réussites d'intégration, qu'on fasse entrer l'entreprise dans les parcours de formation de plus en plus pour que, bien sûr, on ne vende pas que du rêve, mais aussi de la réalité, parce que derrière les métiers, il y a des contraintes, il ne faut pas qu'on les cache. Et donc, c'est important qu'on sache en parler de manière simple, factuelle, mais sans vendre du rêve, en vendant de la réalité, mais une réalité qui a changé et que on puisse faire témoigner des entreprises qui ont beaucoup travaillé sur l'enrichissement des métiers, sur comment rendre attractifs les métiers, soit par de la polyvalence, de la nouvelle organisation, des passerelles métiers aussi qui peuvent faire qu'on évolue aussi à l'intérieur de l'entreprise, sur la manière dont on opère aussi aujourd'hui de la fabrication, qui n'est pas celle qu'on a dans l'imaginaire collectif d'une fabrication en série en centaines de milliers de pièces où on était monotage pendant toute sa vie. C'est parce que c'est plus la réalité. Même si on est encore dans des environnements productifs, cette production, elle peut être très, très attrayante parce qu'on change de série, on change de produit et on met de la valeur derrière les produits qu'on travaille. On sait aussi raconter pourquoi on travaille ces produits et qu'est-ce qu'on fait aussi aujourd'hui des produits. Donc, il y a aussi tout l'engagement sociétal et environnemental qu'ont les entreprises qui peuvent être un vecteur de communication positive sur les métiers de la fabrication. Et il y a énormément d'entreprises avec lesquelles on travaille qui abattent qui ont fait des énormes efforts pour travailler différemment et intégrer tout cet engagement-là pour redonner de l'attractivité à la filière. Et donc, à nous d'en parler, et puis de faire venir les prescripteurs aussi, pour qu'ils aient une autre vision de ces métiers, surtout dans notre région, parce qu'il y a encore une génération qui a encore les métiers du passé dans la tête, alors que la mutation est vraiment en marche. Merci à toutes. On en a parlé cet après-midi, donc j'espère qu'on en a bien parlé, qu'on fera des émules. En tout cas, je reprends une phrase dont on parlait, on a échangé un petit peu ensemble, c'est qu'on était en train de revaloriser effectivement l'intelligence de la main et que ça, c'était une belle aventure qui s'offrait à nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Bonne journée, bon week-end.